Exilé ad vitam d'un royaume dont la souveraineté relève de la poétique, ses points d'appui sont immémoriaux et pour ainsi dire anthropologiques. L'histoire au long cours les ressacs des civilisations et des nuits de l'esprit. Aux fraternités pesantes des camarades, il préfère l'intimité des êtres choisis. Les chemins de traverse aux boulevards sentimentaux, les maisons de famille aux maisons de la culture, les idées qui émeuvent à celles qui mobilisent. Un écrivain ne saurait être à pro, où qu'il sévisse, il se dédouane pour butiner le miel dont sa plume fera des pleins et des déliés. Écrire librement pour fixer une émotion, une intuition, un embrasement, une récusation, et offrir cela à d'autres en toute immodestie. Écrire parce que l'état du monde ne nous agrée pas, ni les ressorts de son avenir, ni les interprétations qui en courent. Tendre des miroirs, rapprocher des images, évoquer des rencontres, peser des influences, ébaucher des concepts. Alors la grandeur d'une œuvre ne se mesure pas au consensus qui l'accueille, mais bien à l'impulsion qu'elle suscite ces deux rares esprits fermés, à l'anxiété soudaine qu'elle provoque, à la perplexité poignante qu'elle introduit dans un destin déjà résolu. Les authentiques œuvres d'art éclatent dans le dos de leurs hébétants comme des obus oubliés sur les champs de bataille. Et si la littérature doit à la vie son contenu, la vie doit à la littérature sa survie. Frédéric Vitou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous écrivez « J'ai de la mémoire mais pas de souvenirs ». Ou plus précisément, je n'ai pas la mémoire de mes souvenirs intimes personnels, je n'ai pas la mémoire de ma vie passée. Est-ce que c'est pour ça que vous écrivez un livre de mémoire ? Je pense que ce que je disais là, au fond, c'est peut-être le cas de tout le monde. Mais les gens qui écrivent des livres de mémoire, qui racontent de manière chronologique, savante, le récit de leur vie, de leur d'enfance en particulier, et surtout de leur enfance, sont des menteurs. Je crois que, franchement, quand on évoque sa vie, quand on évoque en particulier son enfance, on a, en faisant un effort, des souvenirs de moments, de grumeaux d'images, de souvenirs qui viennent, mais que si l'on veut raconter la continuité de sa vie, on peut faire des chefs-d'œuvre absolus. On peut écrire les Mémoires d'outre-tombe, ou on peut écrire, mettons, Mort à crédit de Céline, si vous voulez. Mais à ce moment-là, on fait de la transposition, on fait une recréation de sa vie, on fait une recréation de son enfance. On est un menteur sincère, si vous voulez, mais on ment, mais on comble les vides. Et donc, quand j'ai voulu évoquer quelques aspects de mon enfance et de mes années de formation, de mes années de jeunesse, de ce qui m'a aidé à être, je me suis rendu compte que je ne pouvais loyalement écrire que sur des fragments indécis, incertains, qui restaient malgré tout attachés à moi et à ma mémoire et à mon esprit. Et ce qui m'a amusé dans ce livre que vous citez, qui s'appelle « Longtemps j'ai donné raison à Ginger Rogers », c'est précisément la manière dont pouvaient s'agglutiner ces moments de vie à partir d'un déclic, qui était souvent un mot, une expression ou une émotion. Bon, on raconte toujours, c'est un lieu commun, bon, la petite Madeleine de Proust, comme ça, puis boum, d'un seul coup revient une image de son enfance en goûtant le goût de la petite Madeleine. Moi, c'était plutôt parfois des mots. Ou des la purée mousseline. D'un seul coup, la purée mousseline, boum, c'est resté un souvenir absolument idiot, inessentiel, mais qui m'a rappelé mon enfance. Et quand vous avez revu la purée mousseline où vous a donné de la purée, là vous avez été extrêmement déçu. Voilà, j'avais, je sais pas quel âge j'avais, peut-être 9 ans, 10 ans, 8, je sais pas. Mes parents avaient une maison dans le midi de la France et on allait en voiture, en 2 chevaux. Alors, on faisait 2 étapes au minimum et on allait à l'hôtel parce qu'il fallait bien aller à l'hôtel comme étape. Et c'était des hôtels plus que moyens que mes parents choisissaient. Et c'était quand même pour moi une fête. J'allais jamais au restaurant ou pratiquement jamais. J'avais une marraine qui m'emmenait au restaurant comme ça 2-3 fois par an. Mais la fête du restaurant, de l'hôtel avec un menu, on pouvait choisir ce qu'on voulait. C'était le rêve pour moi. Et quand j'ai vu un jour, je me souviens, mais voilà, il y avait, je sais plus quel plat de viande, je m'en fichais, mais je vois pomme mousseline. Alors là,
c'était une sorte de féerie, de rêve, de légèreté, de blancheur. Je sais quoi les pommes mousselines, je savais pas quoi. Et alors je dis, je sais pas ce qu'il y avait avec, je sais pas si c'était une cuisse de poulet, j'en sais rien. Je dis, oh, je veux des pommes mousselines. Et puis vlan, on m'apporte une purée. Mais je dis, attendez, je n'ai pas demandé une purée. Une pomme de terre, la purée de pomme de terre banale, floc, comme ça qu'on mange, j'en avais l'habitude, je pense que j'aimais le plus au monde. Mais j'avais demandé des pommes mousselines. Mais on m'a dit, c'est ça les pommes mousselines, c'est la purée. Et là, d'un seul coup, ça a été un choc qui a fait rire ma sœur aînée, ma mère, mon père qui était là, je pense. Et du coup, ce souvenir m'a marqué, et m'a marqué aussi comme une leçon de vie, quoi. Je me suis rendu compte que les mots pouvaient mentir. Pour moi, les mots ne mentaient pas. On pouvait dire un mensonge, mais je savais que c'était un mensonge. Mais quand on disait une maison, c'est une maison. Que si je dis une table, c'est une table. La table, c'est la table. C'est pas la table, c'est pas une armoire, quoi. Alors, me dire pomme mousseline, ça veut dire purée, c'était de dire que les mots pouvaient être trompeurs, qu'on pouvait changer un mot pour un autre et dire la même chose. Alors, d'un côté, c'était pour moi un choc de voir que les mots, on ne pouvait pas s'appuyer sur eux. Mais peut-être, évidemment, j'y ai pas pensé à l'époque, hein, c'est ce que je me remémore aujourd'hui, c'était peut-être une leçon de littérature, quoi. La littérature, c'est transposer les choses pour les éclairer autrement. Et donc, justement, comme disait Céline, vous savez, c'est casser le bâton pour qu'il paraisse droit dans l'eau. Donc, on déforme les choses, on appelle mousseline parce que peut-être qu'on met un petit peu de crème dedans, je sais pas, pour la rendre plus légère. Mais en tout cas, la littérature, c'est ça, c'est mettre un peu de crème dans la purée pour qu'elle paraisse plus légère et de dire pomme mousseline. Mais il faut jamais aller derrière les mots. Il y a des mots qui sont magiques. Par exemple, Valparaiso. Ça invite le bout du monde, le cachalot, les voiliers incroyables, la terre de feu. Et quand on va à Valparaiso, c'est une ville portuaire monstrueuse, ignoble. Il y avait la chanson. Voilà, il y a chanson. Et ça fait rêver, mais il ne faut surtout pas aller voir qu'est-ce qui se cache derrière le mot. Bien sûr, mais Valparaiso, il y a un autre mot. Quand vous citez Valparaiso, moi je pourrais citer Samarcande. Samarcande, c'est des villes, mais en même temps, ils ne mentent pas. Valparaiso désigne la ville de Valparaiso, ça désigne pas la ville de Moscou ou de Roubaix, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. C'est ça qui m'intéresse, quoi. Mais personnellement, en littérature, je suis pas du côté pomme mousseline, si vous voulez. Je suis plutôt du côté de dire purée pour la purée. C'est exactement Stendhal qui disait, avec le sourire, je n'ai jamais compris pourquoi les gens appelaient coursier sauvage ce qui n'est autre qu'un cheval. Un cheval, c'est un cheval. Alors, on peut prendre la littérature et dire coursier. Oui, parce qu'il voulait avoir la rigueur du code pénal. Exactement. Et donc, moi, je suis plutôt quelqu'un qui essaye de dire juste les choses. Et c'est très amusant ce que vous dites, parce que ça me rappelle, j'avais une mère qui tricotait beaucoup. Elle tricotait, L'ombre. Elle tricotait des écharpes, des pullovers, etc. Un jour, elle me dit, j'avais 10 ans, je vais faire une veste. Et moi, on voit une veste, comme ça, Oui, c'est une vraie veste. Je dis, tu ne peux pas me faire une veste, puisque tu vas faire du technique. Si, c'est exactement pareil qu'une veste. Et en fait, j'ai regardé dans Modes et Travaux, c'était une veste en laine. Donc j'étais déçu, parce que pour moi, c'était pas une veste. Bien sûr. Voilà. Ça me rappelle aussi ce que vous dites, le livre merveilleux de Jacqueline de Romilly, La mémoire oubliée. Oui. C'est-à-dire que sur ce que vous disiez sur les souvenirs, ça c'est très vrai. Moi, on me raconte, pareil, on me demande souvent de raconter des anecdotes. Et dans le moment où je peux raconter une anecdote, Bah oui. C'est une perte totale de mémoire. Ouais. Et c'est vrai qu'on reconstitue les choses et que nos souvenirs sont eux-mêmes des travestis. Ouais. Voilà, donc c'est tout ça, c'était... Alors, vous dites aussi que le fait de ne pas avoir bougé l'endroit et de toujours habiter quai d'Anjou efface la mémoire. Et vous dites, comme ces êtres qui partagent votre vie et que l'on ne voit pas, puisqu'ils sont comme vous. Et vous dites d'ailleurs, le sédentaire n'est pas le propre de celui qui ne bouge pas. Il est le propre de celui qui voyage, mais revient toujours au même point de départ. Oui. Alors, est-ce que vous, toute votre vie, vous avez écrit un livre, Jour inquiet, sur l'île Saint-Louis. Est-ce que le quai d'Anjou... Pas sûr. Dans l'île Saint-Louis, plutôt. La faute de français, oui. Le sur-Paris. Le sur-Paris. Jour inquiet. On arrive en hélicoptère. Il y a deux choses, c'est que j'aime découvrir, j'aime le voyage, mais j'aime pas le tourisme, quoi. Je hais le tourisme. Et si vous voulez, moi, à
à la phrase toute faite, les voyages forment la jeunesse, moi j'ai plutôt une phrase de Horace qui dit, enfin en latin, ça fait chic de le dire en latin, celum non animam mutant qui transmare curunt. Ça veut dire, ils changent de ciel, mais pas d'âme, ceux qui courent par-delà les mers. Autrement dit, le voyage, surtout le voyage touristique, le voyage de 3 semaines, ça ne vous apprend rien, sinon qu'on transporte avec soi ce qu'on est déjà. Je pense que l'écrivain, c'est le produit les livres sont les produits de la solitude et les enfants du silence. Ça, c'est ce que disait Proust, il a raison. Donc, j'en écris jamais aussi bien que dans la solitude et le silence. Il y a des gens qui n'ont jamais voyagé de leur vie. Prenez le plus grand poète italien du 19e siècle, Leopardi, il n'a jamais quitté sa maison de sa naissance à sa mort. Jamais. Bon, il a peut-être été dans le village, il a peut-être fait 40 kilomètres, mais enfin, il n'a jamais voyagé de sa vie. Stop! Attends! Abonne-toi, laisse un pouce bleu, clique sur la cloche et laisse un commentaire. Il y a les écrivains que j'aime beaucoup, par exemple, j'ai une passion pour Conrad. Vous allez me dire, ah bah Conrad, il a voyagé. Oui et non. Conrad n'était pas un touriste des mers qui fait la course du Rhum. C'était un homme qui avait un métier. Pendant la première moitié de sa vie, Conrad voyageait comme officier de marine de commerce, et donc, mais il détestait le tourisme, il avait une haine du tourisme, et il a vécu avec une rigueur morale très forte, 20 ans de sa vie, ou 25 ans de sa vie, comme marin. Et puis après, il a arrêté, il a pris une retraite relativement précoce, et après il s'est fixé dans un petit village d'Angleterre, et il a écrit sans bouger. Voilà. Et c'est très bien. Et donc, ce n'est pas partir 4 ans, 5 ans pour vivre ailleurs, oui, pourquoi pas. Mais voyager pour voyager, je déteste cela. Alors, j'ajoute une chose quand même, parce qu'il faut être honnête, hein, je ne veux pas raconter de blagues et me faire un numéro. J'ai une passion pour l'Italie. C'est un peu ma deuxième patrie. Donc, c'est vrai que depuis pratiquement plus d'un demi-siècle, je ne suis pas heureux si je passe pas 1 mois ou 1 mois et demi en Italie quand même. Alors, je dis pas que je suis heureux tous les ans. Hein. Depuis quelques années, pour des raisons que nous connaissons, je suis malheureux à ce titre-là. Mais c'est pour être auprès d'amis, dans des endroits fixes, connaître très bien. C'est pas pour uniquement aller le nez en l'air, voir une église pendant 3 minutes et voir des musées, même si je suis un passionné de peinture, évidemment. Vous voyez. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je tiens à cette sédentarité. Mais en effet, et je reviens à la première remarque que vous faisiez, je pense que quand on vit dans le même lieu, et parfois avec les mêmes personnes, moi je suis un être complètement préhistorique, c'est Jurassic Park quand on me regarde, je suis marié depuis 53 ans, vous vous rendez compte, aujourd'hui, si on est marié, si on vit avec le même partenaire ou la même partenaire pendant plus de 6 mois, on est déjà anachronique, quoi. Bon, donc c'est vrai quand on vit avec quelqu'un dans le même lieu, tout se recouvre jour après jour et finalement le changement est peu perceptible. Il faut, il y a rien que je déteste plus que le cliché dans l'île Saint-Louis où nous sommes en ce moment pour parler, des poètes bons ou mauvais, mais souvent mauvais, qui ah oui l'île Saint-Louis c'est un navire, mais non c'est pas un navire. L'île Saint-Louis est un point fixe qui n'a jamais bougé depuis le XVIIe siècle en gros, et c'est dehors que tout bouge. Mais moi, j'aime être dans un point fixe, j'aime ce point fixe où je vis, et c'est peut-être parfois le point fixe où l'on vit qui vous permet, en regardant à l'extérieur, de voir que dehors, ça change. Il vaut mieux être dans un point fixe et pour voir le monde changer que d'être dans un lieu en mouvement et ne rien voir du tout. Il y avait Blaise Cendrars, la prose du Transsibérien, qui finalement ne l'avait jamais pris. Oui, bien sûr. Plus me plaît mon petit liret que le Mont Palatin, comme dirait Dubélé. Il y avait une phrase d'un écrivain que je mets au-dessus de tout, qui est un grand écrivain anglais du début du XXe siècle, qui est Chesterton. Et Chesterton est un écrivain que adorait Borges, etc. Il disait, il est beaucoup plus intéressant il est beaucoup plus reposant d'être dans une prairie et de regarder les voitures passer que d'être dans une prairie que d'être avec une voiture et de regarder les champs passer, quoi. C'est ça, quoi. Et je pense qu'il vaut mieux être dans la prairie, ne pas bouger et regarder les voitures passer, peut être dans la voiture et ne rien voir du tout. Alors on va parler de votre père. Vous êtes né en 1944. Votre père était vichiste, il écrivait dans Le Petit Parisien.
Et il a été enfermé à Clairvaux, à la Libération, mais il n'en parlait jamais. Et vous dites, je crois qu'il a été d'ailleurs en prison avec Christian Lamazière. Oui. Voilà, il a été en prison là. Et après la mort de votre père, vous êtes retourné sur les lieux de détention et vous dites, il y avait une forme de noblesse dans ces lieux où les hommes ont souffert. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est qui? C'est Céline. Ah, Céline. Céline avait dit un jour, les hôpitaux ou les prisons, là où il y a toujours une forme de noblesse dans les lieux où les gens souffrent. Et il citait comme exemple les hôpitaux ou les prisons. Oui, en effet, non, c'est vrai que mon père, pendant l'occupation, a continué de travailler dans un journal très populaire qui s'appelle Le Petit Parisien. Il a continué à y travailler. Il ne s'est pas enfui parce qu'il pensait qu'il ne voyait rien. Bon. Il a été arrêté, condamné, et c'est assez curieux parce que il se trouve que moi, je ne suis pas né dans l'appartement où je vis et où je vis depuis l'âge d'un mois ou 2 mois, parce que c'était l'été 44, on ne savait pas exactement ce que serait Paris brûle-t-il, Paris brûlera-t-il, etc. Et ma mère avait accepté l'invitation d'une amie dans un petit village du Loiret. Et c'est là où je suis né, un 19 août, 2 heures avant ma naissance, les Allemands étaient partis, je suis né dans la nuit, le matin, il y avait les troupes de Patton qui arrivaient, donc je suis né vraiment dans l'entre-deux. Et mon père était resté à Paris et voulait me voir. Et ma mère lui a dit, ne viens pas parce que tu sais, il y a le maire de cette petite commune est proche du Parti communiste, avait été dans les FTP, le curé progressiste, tu vas peut-être être dénoncé comme ayant collaboré à un journal qui était pétainiste, oui, qui épousait les thèses de Pétain en Paris, occupé. Il a voulu venir me voir quand même. Il a pris un train, il a une bicyclette, il est arrivé et il m'a vu. Et puis il y a eu une indiscrétion d'une dame qui travaillait chez ces gens-là qui ont dit le lendemain, oh, le papa du petit qui est né, il est venu. Et 2 heures après, les gendarmes l'ont embarqué. Donc mon père m'a vu, je dirais 1 heure ou 2. Et il a été embarqué. Je l'ai revu 3 ans et demi plus tard. Quoi. Voilà. Enfin, donc mon père a été en effet arrêté. C'est vrai que mon père ne parlait pas de ça, détestait se plaindre. Il râlait surtout, il était un peu amer, il avait 2 bêtes noires, c'était De Gaulle et les communistes. S'il fallait pas prononcer ces mots-là, il partait dans une colère. Puis sinon, il était plutôt un homme mélancolique et il ne parlait pas beaucoup. Et voilà. Et puis on respectait ce silence. Et j'ai jamais forcé vraiment mon père à me dire comment c'était. Et simplement, parmi les amis de mon père, il y avait des gens qui étaient très marqués politiquement, qui avaient été arrêtés et condamnés parfois à la mort. Pour Benoît Méchain, Robatet, des gens comme ça, vous voyez. Voilà, mais peu importe, mais je ne peux pas trop en parler, c'est pas mon problème, c'est celui de mon père. Mais en tout cas, bon, je savais que mon père ne voulait pas en parler. Quand j'ai commencé à écrire, c'était mes premiers romans, c'est en 1973, je sentais que mes parents avaient peur que je parle de leur vie, ils voulaient pas en parler. Bon, c'était leur droit d'être. Et j'ai au fond attendu la mort de mes parents, mon père en 95 et ma mère en 98, pour écrire un livre où j'évoque non pas leur vie qui leur appartient et sur laquelle je n'ai pas à intervenir. Je me sens très mal à l'aise pour juger, si vous voulez. Il y a des gens qui disent mon père c'est salaud. Moi je peux pas le dire parce que j'ai aimé mon père et j'étais pas en âge de mener des combats que lui a menés. J'espère que j'aurais plutôt été dans tel camp que dans tel autre, mais n'ayant pas été dans ce choix-là, dans cette complexité-là, cette tragédie-là, entre des obéissances contradictoires, je ne peux pas juger les hommes. Enfin, si, je peux juger des salauds, les délateurs, les machins, les antisémites forcenés qui dénonçaient ces gens-là. Ça, oui, il y a des ordures, il y en a eu, mais les gens qui, de bonne foi, ont pris telle ou telle position, je peux, avec le recul historique, penser qu'ils avaient raison ou tort. Bien sûr, j'ai mon jugement, mais les hommes, je peux pas me permettre de les juger. Mon père, je l'ai aimé et j'ai aimé mon père et je n'ai pas honte d'avoir aimé mon père. Mais en même temps, je voulais respecter le silence qu'il faisait. Et un peu après la mort de mes parents, j'ai trouvé un biais pour évoquer mon père dans ces années de silence. Parmi ses amis qui étaient avec lui en prison, il y avait cet homme, Christian de Lamazière, je savais pas trop qui c'était, mais petit, j'étais très impressionné parce que je voyais Christian de Lamazière qui débarquait dans la maison du Midi de la France dont je parlais tout à l'heure,
et qui venait au volant d'une Maserati. J'avais dit Triomphe et après il m'a dit ah non c'est pas une Triomphe, c'était une Maserati. Bon très bien. Ouais. Et avec souvent des filles magnifiques comme ça. Et j'aimais comment mon père, qui était plutôt un bourgeois traditionnel, quoi, qui était pas dans le milieu du spectacle, pouvait fréquenter un type dont je savais qu'il travaillait plus ou moins comme agent dans le cinéma, je savais pas trop au juste. Et ça me semblait un peu comme étrange, quoi, cet homme. Et je me souviens, je le voyais comme ça arrivant de temps en temps dans le Midi de la France, une fois ou deux. Et puis à Paris, mon père disait, tiens, j'ai déjeuné j'ai rencontré aux Champs-Élysées Christian de la Mazière, il était avec une brune un peu vulgaire comme ça à table. Alors il était un peu gêné, alors il m'a présenté, j'ai pas compris le nom, je crois que c'est la chante, je sais pas trop qui c'était. Mais il s'est mis à la table à côté avec moi pour discuter, puis après il s'est remis avec elle. Alors, elle me dit, je sais pas qui c'était, mais toi tu dois peut-être la connaître, c'est une chanteuse comme ça, brune, comme ça un peu méditerranéenne. Alors je vois pas, puis je chante des noms, puis je dis Dalida. Ah oui, c'était Dalida. Ah, elle est connue Dalida. Ben, je dis oui, plutôt. Et il avait été, je crois, l'amant de Dalida, d'ailleurs. Et l'agent de Dalida. Ben, c'était assez marrant. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gros mensonge dans ce livre. Je le dis d'ailleurs. J'ai imaginé, un peu plus âgé, que je passe une virée avec la Mazière, dont j'ai changé le nom parce que c'était une fiction. Et je le fais parler de mon père. Et c'est lui qui me raconte des trucs sur mon père. Et c'était une manière indirectement d'évoquer ce qu'il ne m'avait jamais dit. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que la Mazière, après cette prestation qu'il avait rendue d'une certaine manière très célèbre à l'époque, comme invité du film Le Chagrin et la Pitié de Marcel Ophuls, il avait écrit, après cette intervention, un livre qui s'appelait Le Rêveur casqué, chez Robert Laffont, et il parle de mon père, très gentiment. Il parle, Pierre Vitou m'a aidé pour ceci, cela, et c'est lui qui m'a accueilli à la prison, et il a des propos extrêmement chaleureux. Et c'est pour ça que ce que je savais de la prison, je le savais grâce à Christian de la Mazière et à son livre. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai cherché, après avoir écrit le livre, à savoir, mais qu'est-ce qui est devenu cet homme? Où est-il? Comment était-il? J'arrivais pas à avoir aucune adresse, rien. Je n'arrivais pas à le trouver. Jusqu'à ce qu'un homme me dise, j'ai une amie qui me dit que au kiosque du côté de, je crois que c'était du côté du Bon Marché, quoi. Il y a un kiosque boulevard Raspail, où il vient prendre son journal tous les matins, je crois. Alors, j'ai laissé un mot à la kiosquière. Enfin, c'est des trucs incroyables. Si vous voyez ce monsieur qui s'appelle de la Mazière, si c'est bien lui, donnez-lui ce petit mot. Et je lui ai donné ce petit mot. Et je lui ai dit, j'aimerais bien vous rencontrer parce que voilà. Et c'est comme ça c'est noué des contacts que j'avais jamais eu avec lui, adulte ou même grand adolescent. Alors, il y a plusieurs questions sur la Mazière parce qu'il faut raconter que la Mazière, il s'est engagé dans les violences Charlemagne, il a été Waffen-SS. Et ensuite, il a une carrière dans le showbiz, il est l'amant de Juliette Gréco, le mari de Dalida, il est l'agent en France même de Charlie Chaplin, puis il témoigne dans Le Chagrin et la Pitié, et là, tout est fini, sa carrière est finie. Il a tiré deux livres, Le Rêveur casqué, qui raconte son engagement de la SS, et Le Rêveur blessé, où il raconte la suite qui s'est assez mal passée. Et c'est assez amusant parce que j'ai eu des témoignages très contradictoires sur Christian de la Mazière. J'ai eu Hervé Villard, qui est le fils de Daniel Cordier, et le filleul de Dalida, qui m'avait dit une phrase terrible. Il m'avait dit « Daniel Cordier était plus antisémite que la Mazière ». Assez paradoxal. Honnêtement, j'en sais rien. Même la Mazière, c'est très mystérieux parce que les Waffen-SS se faisaient tatouer. Il n'avait pas de tatouage, lui. Il n'avait pas de tatouage. Alors, je l'avais su, je sais pas comment. Il m'a dit non parce que je me méfiais un peu. Le jour du tatouage, je me suis fait porter pâle où je suis parti, etc. D'autres prétendent qu'il n'a pas été vraiment dans la Waffen-SS, qu'il était correspondant de presse dans la Waffen-SS. Je n'en sais rien. Honnêtement, c'est son problème, je m'en fous. Ce que je sais, c'est que cet homme qui se méfiait de moi parce que il trouvait qu'il y avait un peu d'ironie dans le livre, comme ça. Bon. Et puis finalement, on a sympathisé, et puis par affection pour mon père, on s'est revus. Je l'ai présenté à un éditeur qui était un ami intime, qui s'appelait Bernard de Fallois. Et Bernard, je l'ai mis en contact avec la Mazière. C'est lui qui a publié un de ses derniers livres, d'ailleurs. Voilà. Et quand j'ai été élu à l'Académie française, il m'a dit, Frédéric, je comprends que ça vous ennuie, évidemment, et donc j'insisterai pas, mais j'aurais été heureux d'être sous la coupole parce que je pense à la joie qu'aurait eu votre père
C'est ce qui est vrai d'ailleurs. Et je lui dis, Christian, j'invite qui je veux, ça m'est complètement égal. Si vraiment ça vous fait plaisir de venir sous la coupole, je vous envoie une invitation. Et il est venu. Il était très discret, il est dans son coin comme ça, bon. Mais j'ai salué après, naturellement. Et il est venu en pensant à mon père. Et je comprends parce que quand on n'est pas élu à l'Académie, malgré soi, il faut faire un acte de candidature, même si on est encouragé, évidemment. Et ce livre a joué un rôle important parce que ce livre a beaucoup touché le secrétaire perpétuel de l'Académie qui était Hélène Carrère-Dancause. Et c'est un jour dans un cocktail, je ne sais pas où, c'est la grande bibliothèque, je ne sais pas, quelqu'un me présente à cette femme que je connaissais évidemment pas. Et elle me dit, Frédéric Vidou, vous avez écrit l'harmonie de ma peur, ça m'a beaucoup ému ce livre. Est-ce que vous avez songé à l'Académie? J'étais très jeune, j'étais relativement jeune, j'avais 53 ans. J'ai dit, non, oui, mais vous êtes contre l'Académie? Pas du tout, je lui dis, je ne suis pas du tout contre l'Académie. J'ai même eu quelques années auparavant le Grand Prix du roman de l'Académie française. Mais je lui dis, c'est-à-dire que, comme on dit, j'ai ce congé, non, ça m'est jamais venu à l'esprit. Ah, vous devriez y penser, moi j'aimerais beaucoup vous succéder à Jacques Laurent, les amis de Jacques Laurent vous aiment bien, je sais, écoutez, réfléchissez, venez me voir, on va en parler. Et c'est vraiment elle qui m'a... Vous voyez, des gens comme Félicien Marceau, qui est un homme que j'aimais énormément, pour qui j'avais une admiration, il était drôle, il était insolite, insolent parfois, je l'aimais. Du jour où je me suis présenté, j'ai même plus osé l'appeler, parce que j'avais tellement peur qu'il croie que je vais le voir pour dire « Ah, vous êtes pour moi », etc. Il a fallu que 10 jours avant l'élection, il me téléphone, Félicien, en me disant « Mais Frédéric, je suis un peu triste, on est fâché ?» Je lui dis non, Félicien, pas du tout. Mais ça fait 2 mois que vous ne m'avez pas appelé. Je lui dis, vous savez pourquoi? Non. Je lui dis, je suis candidat. Oui, justement, on pouvait en parler quand même. Je lui dis, j'ai tellement peur qu'en vous appelant, que vous ayez le soupçon que c'était intéressé, alors vous m'appuyez bien, que j'ai pas osé. Et il a éclaté de rire. Alors que 9 fois sur 10, c'est le contraire. On est accablé et poursuivi et martyrisé par les gens qui veulent se présenter. Elle vous racontait la Mazière qui débarquait dans la maison familiale avec une triomphe, au bras d'une chanteuse américaine au physique un peu vulgaire qui se produisait au Blue Lagoon. C'est une invention. C'est une invention, voilà. Mais vous dites, il incarnait l'aventure, l'improvisation, l'exotisme, alors que vos parents incarnaient les plans de carrière, les plans de distraction, les plans de vie, les plans de gastronomie, les plans de mondanité. Oui, mais encore une fois, si vous voulez, à la différence de certains autres livres, comme le dernier dont vous parliez, qui s'appelait Longtemps j'ai donné raison à Ginger Rowland, ce livre est un roman, il s'appelle Roman. Je donne les clés du roman, je dis pourquoi j'ai écrit ce livre, mais c'est une transposition, parce que ce qui est vrai, c'est l'image que j'avais de Christian. C'est cette image-là, cette image d'un homme qui représentait... Voilà, l'aventure, les éclats, la désinvolture des paillettes, des metteurs en scène de cinéma. J'avais une passion pour le cinéma, je l'ai toujours d'ailleurs. Et c'est cette magie qui n'était pas celle du prosaïsme de mes parents, quoi. Quand j'ai oui, tout était planifié, voilà. Et dès que j'ai écrit mon premier livre, mon père, je n'en pouvais plus toute ma vie, parce qu'à l'époque j'habitais l'étage au-dessus de celui-là, vous voyez, parce que c'est un grand appartement sur 2 niveaux, et il me disait, quand tu seras à l'Académie française, ce qui ne saurait tarder, je dis papa arrête, c'est pas drôle. Mais pour lui, quand j'ai commencé à écrire des livres, c'est une activité, bon j'ai pas fait que ça, j'ai dû gagner ma vie en faisant 1000 autres choses, enfin en particulier surtout journaliste, mais pour lui c'était pas d'avoir un prix littéraire qui était la consécration, parce qu'un prix ça peut être un malentendu, ça peut être ceci, cela, puis de toute façon ça sera oublié 2 ans après ou 1 an après, c'était pas non plus d'être un auteur de best-seller, parce que c'était toujours un peu douteux le best-seller, c'était comme une sorte de compromission plus ou moins voulue avec le grand public. C'était l'Académie française. Pour lui, c'était l'Académie française. Voilà, comme un gamin qui s'engage dans l'armée, maréchal de France, quoi. Alors, et bien sûr, il n'y croyait pas, mais c'était son rêve. Et quand les choses se sont décidées en l'an 2000 ou 2001, je me souviens plus, 2001, début 2001, ça a été, mes parents étaient morts.
Et je me suis et je dis pas que j'ai accepté à cause de mes parents et de mon père en particulier, c'est pas vrai, il y a d'autres facteurs. Pour tout, pourquoi pas, qu'est-ce que je risquais, etc. J'en ai parlé à personne. Personne ne savait que je me présentais. Enfin, sauf les académiciens. Mais moi, je me souviens, le jeudi matin, j'avais une conférence de rédaction au Nouvel Observateur. Je travaillais comme, personne ne savait que je risquais de 2 heures après d'être de l'académie ou pas. Personne ne le savait. Et à 3h30, quand le téléphone a sonné, je l'attendais pour savoir le résultat. J'ai demandé à ma femme, sois gentille, réponds, parce que, bon, qu'est-ce qui m'a pris je pense, quitte à recevoir une claque dans la figure, j'aime autant que tu amortisses le choc en l'apprenant après. Ah non, c'est toi qui vas répondre, etc. Je décroche, j'ai le directeur de cabinet de Hélène Carré-Dancos, il dit Frédéric Vitou, je dis oui. Bon, alors j'ai le grand plaisir de vous dire que, alors là, j'ai compris que c'est le grand plaisir, elle n'allait pas me dire, le grand plaisir de vous dire que vous êtes battu parce que vous êtes un idiot, non. Et donc, j'ai été élu, j'ai raccroché peu de temps après, peu importe. Et là, j'ai presque eu les larmes aux yeux. Avec ma femme, on est tombé dans les bras, en disant, mais qu'est-ce que mon père aurait été heureux. Mais lui qui avait quand même subi des épreuves dans la vie quand même, il avait tout perdu en 44, il a dû se reconstruire 3 ans après dans des conditions difficiles, avec des petits boulots, donc à la fois un cadre de vie qui était très beau, mais en même temps les fins de mois qui étaient plus hasardeuses les unes que les autres, et voilà, et je me dis, il dit, voilà, et c'est un des chagrins de ma vie, de voir que mon père, qui aurait été incroyablement et avec incrédulité heureux, n'a pas pu connaître ça. C'est vraiment un de mes chagrins de ma vie. Alors ce père, vous dites qu'il était sensible, souvent acide, critique à l'égard du monde, d'une grande intelligence, désabusé, caustique, sarcastique, sombre, excessif dans ses désillusions, mais surtout un rêveur. Et vous dites que votre mère regardait les rêveries de votre père avec une grande tendresse. Oui, oui, c'est vrai. Ma mère a aimé. Enfin, il faut être très prudent quand on parle de ses parents, parce qu'on ne connaît pas tout de la vie de ses parents, évidemment. Mais surtout leur jeunesse, et surtout, oui, mais surtout leur vie intime. Mais en tout cas, ils ont donné l'illusion, non pas l'illusion, l'impression, que je crois vrai, d'un couple qui, malgré probablement des difficultés, était un couple qui a été un couple très uni. Et c'est vrai que ma mère a été la femme terre-à-terre qui a dû organiser la maison, gérer la maison. D'ailleurs, pendant 3 ans, elle a dû retravailler avec 3 enfants. C'était un peu compliqué. Elle a vraiment tenu bon devant mon père qui était un rêveur et un homme excessif dans ses éclats et qui retombait dans une profonde mélancolie la plupart du temps. Et alors j'étais le dernier de ses enfants, il y a eu beaucoup de complicité entre nous sur des domaines, le sport, le rugby, des trucs comme ça. Bon, mais il voulait que je fasse ce qu'il n'avait pas pu faire quand il était jeune. Ça, c'est classique, ça. Mes grands-parents paternels étaient des gens plutôt de gauche, athées, Dreyfusards, etc. Bon, et mon grand-père avait dit à son fils, tu feras tous les métiers du monde, sauf 2 que je ne voudrais pas que tu fasses, c'est être militaire ou être magistrat. Parce que les militaires sont des bons à rien, et des paresseux, et les magistrats sont des canailles. Voilà. Donc, mon père voulait faire l'école navale. Il m'a toujours programmé, tu feras l'école navale. Et il m'a même inscrit au lycée de Brest, parce que j'étais plutôt le matheux de la famille. Moi, j'ai fait Mathélème, etc., une école pendant quelques mois, mathématiques supérieures. Et donc, il voulait que je fasse l'école navale. Et puis, à un moment donné, j'ai raté mon bac opportunément cette année-là, puis l'année d'après, il n'en était plus question. Mais, voilà, il était comme ça. Mais en même temps, il me laissait, quand j'ai dit non, je ferai pas l'école navale, ah bon? Très bien. Quand j'ai dit après, au bout de 6 mois, non, j'en ai marre de maths sup, ça m'ennuie. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, du cinéma. Ah bon, tu veux faire du cinéma? Je dis, il y a une école qui est pas mal, qui s'appelle l'IDEC, j'aurais m'inscrire à l'IDEC, préparer l'IDEC. Ah bon? Et puis il me laissait faire. Il m'a jamais pesé sur moi. Et c'est parce qu'il était un homme peut-être âgé, mélancolique, il avait peut-être trop souffert d'être trop dirigé quand il était enfant. Je voulais fumer, je fumais. C'est pas très bon pour la santé, mais si tu veux fumer, tu fumes. Je voyais tous mes copains au lycée qui se planquaient pour fumer une cigarette, et moi je pouvais fumer ce que je voulais. Du coup, j'ai jamais été fumeur. Si je rentrais à 5h du matin, il me disait rien. Et donc, j'ai été un père affectueux, attentif sans doute, mais très respectueux, me laissant totalement libre. Et c'est une forme d'éducation qui peut marquer aussi dans le bon sens du terme. Et c'est quoi cette histoire de votre père qui a une correspondance en pleine guerre avec une Roumaine?
et une sorte de connivence sentimentale. Et vous dites, lui c'était un rêveur, elle ne rêvait pas elle n'était pas une héroïne de roman, elle ne voulait pas incarner ce rôle. Oui, quand je vous dis qu'il y a des zones opaques, d'abord dans sa vie, mais dans celle des autres, c'est vrai que mon père, c'est d'ailleurs ce qui a causé qui a justifié le fait qu'il était arrêté d'ailleurs. C'est qu'il avait fait une série d'articles dans le Petit Parisien, puis qu'il avait repris de développé. C'est la seule, d'ailleurs à mon avis, je crois, parce que j'ai mes recherches, c'est la seule intervention de mon père dans le magazine Je suis partout, qui était lui très ouvertement fasciste et antisémite. Il avait fait deux reportages sur la Roumanie, et qu'il avait connu avant la guerre, qui s'appelait Les Balkans sous l'orage. Et vous voyez la Roumanie, à l'époque où, ça y est, tout avait basculé déjà depuis un moment, et le rouleau compresseur russe, ça commençait à écraser la Roumanie. Et cette Roumanie qui était très francophone, très cultivée, etc., très proche de la France, si bien que maintenant, lorsqu'il y a eu la débâcle de 40, il y a eu des trains de Roumanie qui sont venus en France avec de la nourriture et des choses pour aider les Français. C'est quand même une chose peu de gens le savent, c'est incroyable. Et mon père avait aimé la Roumanie. Et d'après une correspondante que j'avais vue, il avait dû correspondre avec une Roumaine. Et mon père était un rêveur, quoi. Il rêvait sur des femmes comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé entre cette femme et lui? Probablement rien. Mais peut-être qu'il avait rêvé, une sorte d'idylle improbable, amoureuse entre cette belle Roumaine dans ce pays voué à la disparition, je ne sais pas, à disparition en tant qu'État libre, nation libre. Et alors, il avait dû lui écrire une lettre peut-être un peu maladroite, et elle lui répond, mais non, nous sommes que des amis, ne vous faites pas d'illusions. Voilà. Et c'était drôle entre la femme terre à terre et mon père qui avait peut-être rêvé une sorte d'amitié amoureuse, quoi. Et elle le renvoie dans ses 22 mètres, comme on dit en rugby. Et vous dites aussi que, alors il y a l'après-guerre, et là vous dites, vous ressentez pas comme une menace que vos camarades soient au courant du passé. Vous dites les amis comprenaient, partageaient, ou du moins jugeaient sans sévérité les choix ou les conduites qu'il avait adoptées. Ils savaient qu'il avait agi de bonne foi. Tout ça jusqu'au terrible voisin de la CFDT. Alors là, ça vous dit rien ? Le voisin de la CFDT? Vous aviez des voisins qui ignoraient... Oui, d'accord, je vois très bien ce que ça voulait dire. Oui, non, c'était parce que des voisins de vacances. Ah oui. Non, oui, mais ça plus tard. C'est vrai que dans mon enfance... Il n'y avait pas de comité central de la CFDT à l'île Saint-Louis. Non. Il y a eu plus, parce qu'il y avait... Mais non, c'est ce que... Enfin, encore une fois, ça, c'est des histoires qui... Bon, mais si vous me posez des questions, je ne vais pas me dérober, hein. Oui, enfant, j'en ai pas souffert du tout. J'en ai pas souffert. Avec mes camarades de classe, on n'en parlait même pas. Ça me serait même pas venu à l'idée d'évoquer, quand j'étais au lycée Charlemagne, j'étais d'abord chez les oratoriens, puis après au lycée Charlemagne, beaucoup de mes amis, c'était un quartier près du Marais, donc il y avait une forte population juive, j'avais des grands amis juifs, qui avaient mon âge. Mais jamais, ni eux, ni moi, n'évoquions, et eux c'était encore plus grave, parce qu'ils ils étaient nés juste à la moment de la libération, disons. Donc. Mais leurs parents, s'ils étaient vivants, s'ils étaient morts, s'ils avaient été déportés, ils n'en parlaient pas. Et moi, a fortiori, j'allais pas raconter ce que je savais même assez confusément, quoi, que mon père avait été arrêté, lui, pas en 40 par les Allemands, mais en 44 par les libérateurs. Bon, ça ne me serait pas venu à l'idée. Et c'est vrai que, à un moment donné, on avait des voisins dans le Midi, des gens charmants, très sympathiques, qui avaient vraiment sympathisé avec mes parents, et qui, comment dire, oui, lui était un professeur de droit, spécialiste de l'histoire du syndicalisme. Il était juif, mais il était juif converti au catholicisme. Et mon père me disait, ça me fait plaisir d'avoir enfin des voisins avec qui on peut parler, qui sont un peu des intellectuels, parce que les autres c'était des agents de change, je sais pas quoi, des assureurs, des trucs. Mon père n'avait rien de commun avec eux. Mon père rêvait de Julien Gracq ou de trucs comme ça, de la littérature et tout. Et les autres, ils s'en fichaient. Et quand j'ai publié, c'était ce livre-là, en effet, ses voisins ont dit à ma sœur un jour, si on avait su que Monsieur Vitou était mort à l'époque et avait été collabo, comme on dit, collabo, ça veut pas dire grand-chose, journaliste, en tout cas. Il s'occupait que de politique étrangère, mon père. On n'aurait pas pu être amis avec lui.
Il y avait le passé qui était trop lourd. Et d'un seul coup, ça a été presque un choc pour moi de dire que le passé était quand même, pour des gens de la génération de mes parents ou un peu plus jeunes, quand même un truc qu'on n'oublie pas, quoi, qui ne passe pas. Ouais. Et après, je suis pas idiot, je savais que ça pouvait jouer, mais et quand j'ai publié ce livre, même mon frère qui était avocat, un jour il me dit, tu n'aurais peut-être pas dû le dire, tu comprends, moi au palais j'ai rencontré des confrères qui m'ont dit, ah je ne savais pas, cher confrère, que votre père était collabo. Alors je dis, Philippe, il s'appelle Philippe mon frère, attends, j'ai écrit ce livre en 2001, je crois que c'est 2001 la date de parution, ou 2003, j'en sais rien un peu, dans 2001 je crois. Écoute, excuse-moi, mais enfin, c'est des histoires qui remontent à près de 70 ans. J'ai jamais rien dit du temps de mes parents pour pas les mettre mal à l'aise. C'était leur passé, c'était leur vie à eux. Mais maintenant, on peut en parler. En plus, j'en parle avec affection de mon père. Bah oui, bah c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu veux, on choisit pas ses parents. Peut-être que tous les enfants, c'est ça au fond le point le plus important. Peut-être que tous les enfants, d'une manière ou d'une autre, auraient comme rêve d'écrire comme Victor Hugo, mon père, ce héros, souris. Bon, mon père n'a pas été un héros. Mon père, en tout état de cause, il n'a pas été un héros. Il a continué à travailler dans le journal dont il était déjà salarié avant la guerre, avec 2 enfants à nourrir. Il aurait pu choisir une vie plus risquée. S'il avait pensé que c'était pas bien, il aurait peut-être dû le faire, j'en sais rien. Mais il l'a fait de bonne foi, il est resté, bon, c'était pas un héros. Voilà. En tout état de cause, c'était pas un héros. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. C'est incroyable de reprocher à des enfants quelque chose qu'ils ne racontent pas, puisque c'est la fable de La Fontaine avec le loup et l'agneau. Comment peut-on en vouloir à quelqu'un qui est le fils de quelqu'un? Ben voilà. Avoir effectivement un compte à rendre avec la personne elle-même. C'est normal. Ce n'est pas au courant. On découvre que cette personne est là. Mais les enfants, ils sont pour rien. Bien sûr. Mais ce qui m'avait blessé aussi, je dois le raconter dans un livre, je ne sais plus lequel, c'est que pour ce livre-là, je me souviens, je crois que c'est pour ce livre-là, que, je crois, hein, j'avais été invité à l'émission de Bernard Pivot, bon, très bien, qui avait la gentillesse qui m'a invité assez souvent, et il y avait là une femme qui témoignait comment elle avait été dans la première dans les forces françaises libres féminines à Londres. Ah oui, et puis il y avait, je sais plus que d'autres, il y avait Lefranc qui était un des gaullistes historiques. Bon, voilà, Pierre Lefranc. Et puis avec, je sais pas que d'autres. Et puis il y avait aussi un homme remarquable, c'est avec Crémieux-Briac, qui était un homme qui a une magnifique figure, quoi, qui était prisonnier de guerre, il s'est échappé de prisonnier, il est arrivé en Union soviétique, il était à nouveau arrêté parce que c'était encore l'alliance, puis évidemment il a réussi à gagner Londres, enfin bref, des vies magnifiques. Et Pivot, voulant faire du spectacle, dit à ces gens-là, bah alors, vous, le père de Frédéric Wittouv, vous avez toutes les raisons de le haïr. Alors moi, c'était dur pour moi. Je voyais 3 personnes de qualité. Et Pivot avait envie de leur dire, oui, nous la haïssons. Et ces 3 personnes ont été plutôt formidables. Crémieux-Briac avec une élégance, la jeune femme disait, non, à l'époque de la guerre, où on était adversaires, peut-être qu'on l'aurait vu, il y aurait peut-être eu, je sais pas qu'on l'aurait assassiné parce que mon père n'était pas une figure de la collaboration, mais on aurait été ses adversaires résolus, évidemment. On aurait été ses adversaires résolus. Mais alors, voilà, on aurait été ses adversaires peut-être en 40 ou 44 si on avait été confronté à lui. Mais évidemment que on le voit bien que c'était un honnête homme dans ses convictions et c'est du passé. Non, je suis désolé. Et le Pivot était tout déconfit, il espérait que c'est un climat de violence où ces gens m'auraient reproché, a fortiori ce que vous dites, d'être le fils d'un homme infréquentable et donc d'être moi-même peu fréquentable. Et d'ailleurs, il y a un personnage de la rue Sans-Loi, c'est ce gardien de l'hôtel de Lausanne, unijambiste, qui va vous dénoncer et qui vous terrorise quand vous êtes Quand j'étais petit, je savais pas trop qui c'était, mais il me faisait peur parce qu'il me regardait d'un air mauvais. Et quand je me suis marié, et alors, c'était drôle parce que ma femme qui m'impressionnait beaucoup parce qu'elle avait une librairie rue Saint-Louis-en-Lille, très intello, elle écrivait dans Tel Quel, je sais pas si ça vous dit quelque chose, elle est trop jeune pour avoir connu Tel Quel, mais elle était quand même très... Bon, et puis moi j'étais un petit gamin, enfin pas un gamin, mais j'étais... et j'arrivais dans sa librairie, c'est comme ça que je l'ai connue, bon, très bien. Et ses parents
tenait le café qui faisait le coin de la rue Saint-Louis et de la rue des Deux-Ponts, qui s'appelait le Café des Sports à l'époque. Et on décide de vivre ensemble, très bien, et même de se marier à un moment. Et le gardien unijambiste de l'hôtel de Lausanne dit au père de Nicole, ma femme, qui s'appelait Camille, tout le monde connaissait Camille dans l'île Saint-Louis, mais alors Camille, ta fille, elle épouse le fils d'un collabo? Alors les parents de Nicole étaient tout au courant de rien, disent quoi? Et puis ils répondent pas. Et ils vont dire à la fille, mais alors quoi, Frédéric, son père était un collabo? Alors Nicole, mais non, il a été journaliste et puis voilà, il a été amnistié, ça n'en parle même plus, c'est rien du tout. Ah bon, tu me rassures. Puis après les parents de Nicole et mes parents se sont rencontrés parce que c'était pas les mêmes mondes exactement, mais ce sont des gens bien les deux et il y a eu une affection, une estime réciproque entre mes beaux-parents et mes parents. Ça a été très bien, mais vous voyez, on gratte la croûte et puis il y a quand même le communiste unijambiste. Attendez, unijambiste, pas du tout, parce que il avait résisté, il avait été torturé, ou il avait été une blessure de guerre, pas du tout. Il était sur le trottoir, il foutait rien, il regardait les filles passer, et un jour, il n'a même pas fait attention, il y a une voiture qui lui a écrasé la jambe, parce qu'il était, je sais pas, à Califourchon, en train de regarder les filles, et puis une voiture. Et alors, vous racontez une chose assez amusante, c'est que vous dites vos parents sont restés unis car ils se vouvoyaient. Et est-ce que finalement le vouvoiement, c'est pas la légèreté, la futilité, la distance ironique, alors que le tutoiement, c'est beaucoup plus l'esprit de sérieux. On a l'impression que quand on veut se dire des choses légères, on se vouvoie, alors que quand on veut se dire des choses graves, on se tutoie. Je sais pas si c'est grave ou léger, parce que on peut à peu près tout dire, évidemment, dans les deux modes. Je pense simplement que mes parents avaient pris l'habitude de se vouvoyer, alors qu'on se tutoyait, mes parents me tutoyaient, et moi je tutoyais mes parents. Je pense simplement, c'est que quand on est dans la crise de ménage, c'est plus difficile, mon père s'appelait Pierre, ma mère Marguerite, que ma mère disait, mon père, Pierre, vous êtes un salaud. C'est pas possible. On peut s'insulter. Les insultes viennent forcément avec le tutoiement, la proximité pour que le choc soit plus fort. Vous êtes un salaud, c'est presque amusant. Voilà, voilà. Non, voilà. Donc mes parents, qui comme tous les couples, pouvaient avoir des arguments, mais je n'ai jamais vu mes parents violents l'un avec l'autre. Et je pense que cette courtoisie du vouvoiement. Je dis pas que c'est ça qui a fait que le ménage a été un bon ménage, il n'y avait évidemment pas ça. Mais je pense malgré tout que ce vouvoiement, cette courtoisie qu'ils ont eue les uns l'un envers l'autre, a pu jouer un rôle dans la manière dont ils se sont comportés. Voilà, c'est. Et il y a une autre chose qui a joué un grand rôle, c'est la miette de pain. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire de la miette de pain qui reste au bord de la bouche et qui décrit 3 étapes du couple? C'est ce qui m'est venu à l'esprit parce que encore une fois, ce qui chez mes parents, ce qui m'intéresse, c'est mon regard, c'est ça qui est intéressant. Il y a quelques années, j'avais été très frappé par les mémoires de Vittorio Gassman, qui avait écrit un livre qui s'appelle c'était en italien, ça s'appelait Un grande avvenire dietro le spalle, ça veut dire un grand avenir derrière les épaules. Et ça s'appelait en français, je me souviens plus quel est le titre, enfin je dois le donner, un grand avenir derrière moi, à peu près un truc comme ça. Et il faisait une remarque qui m'avait beaucoup amusé, c'est il expliquait que il était parti jeune, très brillant comme ça, en Amérique, pour faire une carrière en Amérique. C'était le Latin lover idéal des Américains. Et il s'est marié avec une femme qui était très belle à l'époque, très de gauche, très militante, qui était une très jolie femme et qui après est devenue une actrice importante, mais plutôt grosse, plutôt comme ça, pas séduisante. C'était Shelley Winters. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Shelley Winters. Shelley Winters, c'est elle qui fait par exemple, Shelley Winters fait la mère de Lolita dans le film de Kubrick. Vous voyez, un peu grosse, alcoolique, comme ça, ouais. Bon, mais elle était très belle à l'époque, puis finalement, ça marche pas, il revient en Italie, il se sépare de Shelley Winters, et là, il tombe amoureux d'une très jeune comédienne qui avait joué dans 2 petits films, s'appelle Anna Maria Ferrero. Et il a un an de vie amoureuse avec cette jeune femme, si vous voulez, ça a duré et puis au bout d'un an, un peu plus d'un an, il dit, j'étais dans un hôtel, je sais plus à quel hôtel, je dois le donner, mais il y a un hôtel, et on prenait un thé et une brioche, et j'ai vu, elle mangeait une brioche, et puis il y avait une miette
qui est resté collé à ses lèvres. Et il dit, je ne voyais plus que la miette collée à ses lèvres, et j'ai compris que j'avais cessé de l'aimer. C'est terrible. C'est-à-dire que c'est le détail qui tue. Alors du coup, j'ai réfléchi parce que on a aussi le truc inverse dans Martin Eden de Jack London. Il voit la première fois cette jeune femme de bonne société qu'il a un peu de framboise et cette framboise sur les lèvres lui semble le comble de la séduction. Il aurait envie de lécher vous voyez. Voilà. Mais ce que je veux dire tout simplement, c'est que du coup, ça m'a fait réfléchir. Qu'est-ce qui fait qu'on passe l'épreuve de la miette de pain? Et ça a été pour moi une sorte de jeu de réflexion. C'est-à-dire que je pense que souvent, quand on tombe amoureux d'un partenaire, d'une partenaire, on idéalise cette personne, c'est le corps glorieux, le corps aimé, le corps admirable, tout ça, bon, très bien. Et puis l'esprit aussi, mais voilà, tout est parfait. Et puis à un moment donné, est-ce que c'est, je dirais pas l'usure de l'ivresse érotique, mais on est confronté aussi aux pesanteurs organiques de son partenaire, quoi. Bon, j'insiste pas. Et la miette de pain qui reste collée aux lèvres, c'est un petit signal, comme il peut y en avoir d'autres plus importants. Et je pense que si on aime vraiment une personne, après l'avoir aimée sans voir la miette de pain, on l'aime malgré la miette de pain. Et puis je pense qu'il y a un troisième âge peut-être, qui est là quand l'âge vient, c'est qu'on est tous atteints d'infirmité et de faiblesse et de vulnérabilité. Et que peut-être ce troisième temps de l'amour, quand il existe, c'est de l'aimer à cause de la miette de pain. Je veux dire, d'être, comment dirait, dans une sorte de tendresse compassionnelle envers les souffrances de l'homme ou de la femme que l'on aime. Et que s'il souffre de telle maladie, de telle infirmité, on l'aime aussi pour l'aider parce que dans cette fragilité nouvelle. Et donc je pense qu'on aime sans voir la miette de pain, on aime malgré la miette de pain et après on aime à cause de la miette de pain. C'est une idée que j'ai développée. C'est très beau, c'est très bien. En plus, c'est très dialectique. Voilà. Alors, C'est évolutif en tout cas. Parce que il n'y a pas de contradiction, c'est plus évolutif. il y a la rencontre avec Nicole. Alors Nicole a une librairie, en vitrine il y a Bataille, Roussel, Léris, Blanchot, Ponge. Et vous vous liez grâce à Ulysse de James Joyce. Et vous déclarez « Ulysse, ce fut une autre affaire. Je m'y plongeais, je m'y perdis, je m'en amusais, je m'y ennuyais parfois. Je restais bloqué devant tant d'énigmes. » Et ensuite, vous partez en Irlande avec Nicole, dans ces hautes terres brumeuses pleines d'énigmes. Vous buvez des pintes, vous voyez les splendides paysages. Vous ne voyez pas les prostituées décrites par Joyce. Et à ce moment-là, vous réalisez finalement le caractère fictionnel de l'œuvre. Oui, enfin, je ne peux pas dire ça, mais oui, c'est vrai que, en fait, pour tout vous dire, je sais pas si j'en parle dans le livre, mais là, je peux vous faire un aveu. La première fois que je suis rentré dans cette librairie, je suis allé dans une soirée à Neuilly, des amis qui étaient des voisins du Midi de la France, qui étaient très très riches, qui s'appelaient Roussel, les produits pharmaceutiques Roussel, ouais, c'était très. Et il y avait une soirée, ils avaient comme animateur pour un chanteur qu'ils avaient fait venir, c'était Claude François, vous voyez, qui était pas à titre privé. Bon. Et je voulais lui offrir un disque à la jeune fille qui m'invitait, que j'avais bien. Et je rentre dans cette librairie où c'était tel quel, Bataille, Raymond Roussel, etc., tous ces gens-là. Et je lui dis, mais est-ce que vous auriez un disque de Gilbert Bécaud? Et la fille, elle avait un petit baquet de disques, c'était le genre Bach, vous voyez, des trucs comme ça, Haydn, etc. Et elle dit, non, j'ai pas de disque de Gilbert Bécaud, je suis reparti, je suis là que bas, si j'ose dire. Et voilà. Et après, bon, par des amis, j'ai fait la connaissance de cette jeune femme, qui était libraire. Et c'est vrai qu'on a eu une exploration, une passion commune pour Joyce. Et après avoir une année de préparation IDEC, etc., bon, je fais vite, j'avais, quelque temps après d'ailleurs, oui, on a voulu faire des explorations, aller à Dublin, voir le cadre de Ulysse en particulier, et on avait travaillé ça, c'était même assez compliqué, parce que cette jeune femme me semblait inaccessible.
avec des amis plus intello que moi. Certains avaient commencé à déjà publier des livres. Moi, j'étais, j'avais rien fait, quoi. J'avais fait une année de préparation IDEC, j'avais interrompu mes études de maths spé, de maths sup. J'avais fait peut-être une propédeutique, je sais même pas, quelques certificats de licence de lettres. Enfin, j'étais pas grand-chose, quoi. Et ouais. Non. J'étais, en physique plutôt. J'étais bon en physique, mais en maths moyen. Mais mes parents m'avaient toujours dit, toi, tu seras le matheux de la famille. Bon, genre, très bien. Alors, j'ai fait maths LM, j'ai fait penser maths sup. Mais en fait, je lisais comme un fou. Mais je lisais n'importe quoi, hein. Je lisais tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, je prenais les livres, souvent qui étaient dans la bibliothèque, qui est la pièce à côté de là où nous sommes, qui étaient les livres pour l'essentiel de mon grand-père. Donc, j'ai lu tout ce que mon grand-père pouvait lire dans les années 1900, si vous voulez. Des écrivains totalement oubliés aujourd'hui, que ça vous dirait rien. Édouard Estonnier, René Boilève, Élimir Bourges. Oui, mais ça, j'ai pas lu ça. Ah oui. Oui, et qu'est-ce que j'ai lu aussi d'autre? Alors, peut-être plus connu, c'est Claude Farrère, Anatole France, bien sûr. Bon, je lisais énormément, mais je lisais aussi, quand j'étais en maths LM, j'achetais par pile les OSS 117 au Mercure auprès de la Cité. Donc, je lisais tout. Je raconte comment j'ai lu aussi l'Iliade et l'Odyssée, comme ça, mais comme je l'aurais lu une bande dessinée, quoi. Je lisais beaucoup. Et donc Ulysse, il y a eu un choc, mais un choc qui était difficile à comprendre. Et donc on était tout un groupe d'amis qui avions décidé de partir faire un pèlerinage d'un mois, comme ça, enfin, ou 3 semaines, enfin, un bon moment, le plus longtemps possible, compte tenu du faible argent dont je disposais, que j'avais gagné en faisant des cours particuliers et tout ça. Bon, de partir à Dublin. Et puis, je reviens du midi, je pars, on avait rendez-vous avec tous les copains au Bourget, j'avais déjà pris mon billet, et je regarde, il n'y avait personne. Et puis finalement, la jeune femme libraire, Nicole, elle est là, et je lui dis, alors, et nos copains, ils sont où? Elle me dit, un X a m'envoyé un télégramme il y a 4 jours, il peut pas, on est tous les deux. Ça, c'est un signe. C'était un signe peut-être, mais c'était pas prémédité, je crois. Hein. Et on est partis tous les deux. J'étais très intimidé quand même avec cette femme que je connaissais. Bien sûr, je la trouvais très attirante, mais inaccessible. Ses amis d'ailleurs, qui avaient tous essayé de la séduire et lui avaient donné comme surnom la falaise, parce que paf, il se heurtait au pied de la falaise, impossible d'aller plus loin. Et donc, on s'est retrouvés là, comme ça, à partir tous les deux, et à faire cette enquête sur James Joyce, quoi, à rechercher tous les lieux, etc. Et c'était très passionnant. Mais j'avais beaucoup de mal à lire Joyce, mais j'avais quand même essayé 2-3 fois Ulysse, etc. Et c'était compliqué. Et naturellement, je rien à dire, mais il s'est rien passé dans ce voyage, parce que j'étais très comme ça, bon. Mais l'année d'après, on est repartis tous les deux sans prévenir personne. Ulysse, vous le lisiez en français? Alors, je l'avais en anglais, parce que j'avais un ami de mes parents qui m'avait donné une édition de Shakespeare & Co. Pas la première qui avait été entièrement détruite, mais la 3e, et qui est là, derrière. Donc, je lisais en français, et je m'appuyais un peu sur l'anglais. Et un peu plus tard, quand j'ai fini ma licence de lettres, j'ai commencé à faire déposer un sujet de doctorat de 3e cycle sur Ulysse, avec un professeur, Jean-Jacques Mailloux, qui était un des grands professeurs qui faisait autorité à la Sorbonne comme professeur d'anglais, et je ne savais pas trop quoi prendre. Alors j'avais pris un sujet un peu pointu, c'était la transposition des procédés cinématographiques en procédés littéraires dans Ulysse de Joyce, parce qu'il y avait des fondus enchaînés, il y avait des raccords dans le mouvement, il y avait des montages parallèles, il y avait plein de constructions qu'on pouvait assimiler à un langage cinématographique. Et du coup, comme j'avais une passion pour le cinéma, hein, parce que pendant des années, entre le 18 ans et 25 ans, j'ai vu en moyenne 3 films par jour, minimum. Tous les films à la Cinémathèque, j'y allais à tous. Mais quand je dis les films, c'était pas seulement l'actualité, c'est de voir tous les Griffiths, les Murnau, les Stroheim en muet, aussi bien que les films, les comédies américaines des années 30, etc. Donc j'avais une passion qui m'a jamais quitté pour le cinéma. J'étais autant formé par le cinéma que par la littérature dans mes années de formation. Voilà. Et donc j'avais commencé à faire cette thèse sur Joyce. À ce moment-là, je me suis dit non, j'arriverai pas. Je maîtrise quand même pas assez bien l'anglais, le jargon irlandais, dublinois du début du XXe siècle. Et j'ai dit, il faut mieux que j'arrête.
Et ça, moi, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et j'ai dit, ben voilà, je vais faire un truc sur Céline. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, j'ai déposé alors, j'ai dit très bien, mais Céline était morte en 61, on était en début 68. Au début 68. Et pas un professeur ne pouvait m'accepter, parce qu'il n'y avait pas eu un enseignement sur Céline. Il restait encore 7 ans après sa mort, l'homme inqualifiable, infréquentable, des pamphlets antisémites de 37-38, quoi. Et donc, il n'était pas question de faire un truc sur Céline. Et puis finalement, je dis quand même, Voyage au bout de la nuit, c'est quand même un des grands romans du XXe siècle. J'ai trouvé un type, un professeur, un homme très sympathique, qui m'a dit, écoutez, si vous voulez faire une thèse sur Céline, très bien, ne parlez que de voyage et de mort à crédit, parce qu'après c'est les pamphlets, donc allez, on va pas s'ennuyer. Travaillez sur ces 2 premiers romans. Et il me dit, moi j'enseigne à Nanterre. Je dis bon, bah d'accord. Enfin, donc je m'inscris pour faire cette thèse à Nanterre juste avant mai 68. C'est assez rigolo quand même. Et il me dit simplement, je pourrais pas vous aider. Alors dites-moi. Alors je lui explique parce que c'était la mode du structuralisme. Alors je pourrais faire une approche comme ça. Ah mais ça me semble intéressant, très bien. Bon, revenez me voir 2-3 fois quand même. Me dire où vous en êtes. Alors je suis revenu 2-3 fois le voir. Mais oui, c'est bien, c'est bien. Bon, ben voilà, continuez. Et puis 2 ans après, ou 2 ans et demi après, oui, à peu près, je lui dis, bah voilà. Il me dit, oui, bon, bah écoutez, on fait ta soutenance. Entre-temps, il avait été nommé à Vincennes. Et Vincennes était devenu le nouveau lieu de la gauche militante. Ah oui, je faisais très fort avec Céline. Et là, je l'ai soutenu la thèse avec 2 autres professeurs. Il y en a un qui s'appelait Henri Mitterrand, je me souviens. Et puis un troisième dont j'ai oublié le nom. Et j'ai dit pourvu qu'il m'assassine pas, parce qu'il m'a pas donné le moindre indice ou tuyau pour progresser. Il m'a laissé seul du début à la fin. Non, ça s'est bien passé. Il m'a mis la mention très bien. Et alors peut-être revenir 2 mots sur votre voyage en Irlande. Et vous dites, ce qui est extraordinaire en Irlande, c'est que l'homme de la rue a une passion pour les écrivains, comme en France on l'a pour les rockstars. Et c'est-à-dire que par exemple un homme de la rue peut se flatter d'avoir Molière, Proust, alors qu'en France on dirait Bardot, quoi. Ouais, et les gens dans les pubs hurlent « That's my Bible » à propos de Ulysse. Voilà. Et il y a des attroupements. Oui, enfin, vous avez raison. C'est-à-dire que pour l'Irlande, soyons sérieux, il y a peu d'Irlandais qui ont vraiment lu Ulysse de Joyce. Mais ils savent tous qui est Joyce, c'est l'un de leurs plus grands écrivains du XXe siècle. Et le rapport avec Joyce est très parce qu'il a quitté très vite l'Irlande pour ne jamais y remettre les pieds. Donc ils ont un sentiment de trahison d'un homme qui a quitté leur pays, et en même temps de gratitude envers un homme qui, dans tous ses livres, n'a jamais parlé d'autre chose que de l'Irlande. Hein? Ulysse, c'est le grand roman qui se passe le 16 juin 1904 à Dublin, etc. Et donc, c'est pour eux une fierté, comme je sais pas, au Brésil, on pourrait dire, je suis du pays de Pelé, ou en Argentine de Maradona, si vous voulez. C'est vrai. Et un jour, je me souviens, il y avait dans O'Connell Street, la grande artère principale de Dublin. C'était en Irlande, faut pas oublier, c'était en quelle année? On était en 72, 73. C'était encore très très pauvre. C'était une Irlande qui était très proche plus proche de l'Irlande du 19e siècle ou du début du 20e siècle, rurale, pauvre, très peu développée économiquement, que du miracle irlandais d'aujourd'hui où le catholicisme jouait un rôle très présent, très oppressant peut-être parfois. Et donc je me souviens, il y avait sur O'Connell Street, un peu comme il y a au coin de Hyde Park à Londres, il y avait sur des caisses de savon jugé des types qui haranguaient pour des je sais pas, pour des trucs religieux en général, souvent c'était comme ça. Et puis je regarde, je m'approche, je me tiens, puis j'écoute, puis je me retourne et je dis à Nicole, oh c'est pas très intéressant quoi. Et puis voilà, on connaît tout le chemin. Et puis il y a un type qui me dit, mais alors c'est pas très intéressant. Enfin, il parlait un peu français. Mais alors qu'est-ce qui est intéressant pour vous? C'est tu parlais de Dieu, de je sais pas quoi. Et je dis non, mais c'est pas du tout ça. Mais oui, mais alors vous n'êtes pas religieux? Et je sais pas quoi, pour rire comme ça, j'avais un exemplaire de Ulysse en anglais à la main et je lui dis That's my Bible. C'est ma Bible, en lui montrant Ulysses. Et le type, Joyce. Et puis, il se met à me parler, du coup, il parle en anglais, et d'autres personnes qui entendaient l'orateur se retournent,
Et finalement, l'oratoire n'avait plus personne. Il y avait 25 à 30 personnes autour de moi et du premier interlocuteur qui m'avait, en quelque sorte, interpellé. Et chacun avait son avis sur Joyce. C'était ça, voilà, c'était ça. Tout le monde avait son avis à dire, ah oui, oui, mais enfin c'est pornographie, comme on m'a dit. Ah non, pas du tout, mais oui, pourquoi il a quitté son pays? Je dis oui, mais il a parlé. Et il y avait, c'était extraordinaire, quoi, je veux dire, il y avait une ferveur devant ce grand homme. Et ça, c'était quelque chose que j'ai jamais vu en France. On est devant la maison de Marcel Proust, personne ne va vous dire, ah oui, Boulevard-Malesherbes, je sais pas, parce que j'avais été aussi devant une petite rue, 12 Eccles Street, qui est une petite rue au nord de Dublin. Et là, c'est là où se situe, où habite le héros du livre, enfin, l'un des héros du livre, c'est Bloom, Léopold Bloom, qui est le personnage principal avec Dédalus, qui est le fils, le père, le fils, si vous voulez, enfin, symbolique. Et beaucoup de chapitres se passent chez Bloom. Bon, et là, j'étais là, je photographie la maison, parce que c'est très précis, hein. Joyce avait beau habiter à l'époque Trieste ou après Paris, il demandait des descriptions exactes, s'il y a la grille qui est autour de la maison, est-ce qu'on peut l'enjamber, c'est possible, comment on fait, pour ne pas dire de bêtises. Et j'étais là en train de regarder la maison, avec ma femme qui photographiait, enfin pas ma femme, c'était mon ami, qui photographiait la maison, avec son Leica, et il y avait un petit garçon qui jouait dans la rue, quoi, qui faisait au billes ou un truc comme ça, mais un milieu très modeste. Et il était intrigué de voir ces deux inconnus qui photographiaient cette maison. Et puis à un moment donné, quelqu'un d'autre venait, il dit non, il dit ah oui, c'est la maison de l'écrivain. C'est pas la maison de l'écrivain, c'était la maison du héros de l'écrivain. Mais il savait quand même, il avait entendu parler qu'il y avait quelque chose dans cette maison, c'était la maison de l'écrivain. C'est incroyable, mais c'est incroyable quand on y réfléchit. Cette ferveur des Irlandais pour leur littérature, alors Joyce, mais ça pourrait être aussi bien, je sais pas moi, O'Flaherty, pardon. Avec Beckett, ils ont le même rapport. Beckett est beaucoup plus moderne, et puis Beckett, il a écrit moitié en français, moitié en anglais, enfin, il a écrit en anglais, mais, donc c'était moins, Beckett était moins légendaire, mais c'était plutôt Synge, Flaherty, William Butler Yeats, enfin, vous voyez, tous ces grands classiques, alors je parlais pas, qui étaient eux, qu'ils avaient nourri, quoi, à l'époque, hein, parce que, j'entends, c'était en 66, 65, hein. Que j'avais été là-bas, oui. Et alors, il y a une anecdote très amusante, c'est à propos de la bande de Nicole. Parce que Nicole avait plein d'amis, très intelligents, plus qu'intelligents, que tout prédestinait à écrire, et aucun n'a écrit. Et vous dites, finalement, ces gens-là avaient une paralysie parce qu'on ne peut pas écrire un texte personnel et l'interpréter à la fois. C'est-à-dire, il y a une forme d'aridité chez les gens ultra intello, ultra intelligents, qui du coup n'osent pas écrire en quelque sorte et n'ont pas ont tellement de recul sur les textes qu'ils ne peuvent pas se lancer. On a l'impression, c'est ça. Oui. C'est tout à fait ça. J'étais frappé, moi j'étais quand même, ils étaient plus en avance que moi dans leurs études. Certains sont devenus agrégés, professeurs de faculté, grands traducteurs, etc. Mais très marqués par la psychanalyse et en effet, il y avait toujours chez eux l'ironie, le sarcasme, démonter les systèmes, comme ça. Et je pense, en tout cas je le pense pour moi, mais d'autres le pensent aussi, je pense, il ne faut pas être trop intelligent pour écrire. En tout cas, écrire des romans. Si on écrit des essais, on peut être très intelligent. Et il y a des contre-exemples d'écrivains très intelligents. On peut dire que Nabokov est très intelligent, que Henry James est très intelligent. Mais il y a un texte d'un très très grand écrivain italien, mais qui n'est pas un romancier justement, qui s'appelle Alberto Savigno. Et Alberto Savigno, pour moi, un des plus grands esprits italiens du XXe siècle. C'est un homme qui avait un frère qui était peintre, lui aussi, enfin, qui s'appelait Chirico, qui est très connu, Giorgio de Chirico, qui s'appelait Savigno, en fait, de son vrai nom. Et Savigno disait, il faut à l'écrivain puissant un lest comme un socle de bêtises qui est un peu ce lest qui permet au navire d'avancer, quoi. Il faut pas trop réfléchir. Et puis on écrit. L'exemple qu'on peut dire, c'est Céline, si vous voulez. Céline, quand il se met à réfléchir, il est idiot. Quand il se met à théoriser l'antisémitisme comme ça, il écrit des conneries. Dans le meilleur des cas. Mais en revanche, quand il ne cherche pas trop à réfléchir, pris par l'émotion, pris par la... Comment dirais-je,
la compréhension intuitive des rapports humains, c'est sublime. C'est sublime. Et je pense que quelqu'un qui théorise trop, qui est un trop intelligent, sera paralysé par son intelligence. Il faut y aller, il faut avancer. Il faut besogner, hein, comme ça. Faut être, voilà, comme dit Jules Renard, écrire une page, n'importe qui peut écrire une page. Mais les amis de Nicolas auraient pu écrire une page brillante. Mais écrire une page est à la portée de tout le monde. Mais en écrire 300, non. En littérature, il n'y a que des bœufs, disait Jules Renard. Robert Laffont disait un roman, ça se fait avec de la colle et des ciseaux. Oui, enfin, en tout cas, il faut d'abord y aller comme un bœuf qui tire la sarrue. Et les intelligents, ils font une page brillante et c'est terminé. Je pense qu'il faut y aller. Et après, si on veut intellectualiser sur ce qu'on écrit, peut-être, mais moi je serais incapable d'intellectualiser sur ce que j'écris. Et moi qui étais plutôt un ingénu, qui allait comme ça, bille en tête, j'ai écrit. C'est bon ou c'est mauvais, c'est un autre problème. Mais c'est vrai que tous les gens, pas tous, mais une partie des amis qui entouraient Nico à ce moment-là, certains alors, sont devenus des grands producteurs de cinéma, par exemple, très importants. On peut se souvenir, Nicole était très lié avec un type, c'est René Klettmann, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon, ben René, c'est un ami d'enfant, d'un ami de Nicole, il était très brillant. Bon, d'accord. Mais bon, René Klettmann, c'est lui qui a produit, je sais pas moi, il a de Hussard sur le toit. Cyrano de Bergerac. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il en est pratiquement mort. Ah oui. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur les auteurs, il y a une phrase de Valéry qui est très drôle à propos de Stendhal. Il dit « Le moins sot des auteurs s'illustre ». Oui, mais oui, d'accord, oui. C'est-à-dire, oui, c'est un, oui, bah ça reprend, voilà. Je pense. Peut-être que Flaubert réfléchissait trop. Enfin, vous voyez, j'ai une grande admiration pour Flaubert, mais j'ose pas le dire, mais j'ai relu récemment L'éducation sentimentale. Ça va, voilà. Ah bah oui. Mais l'éducation sentimentale, il a tellement travaillé, ça se bloque, ça se coince. C'est peut-être le plus grand des romans du 20e, mais Stendhal, il écrit les plus grands romans du 18e. Alors quand ils sont tous les deux du 19e, ça va. Je voulais juste poser une question à Frédéric Vitou. Qu'est-ce que vous pensez du style? Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous qui êtes célinien, vous savez que Céline est toujours à parler du style. Oui. Et je me rappelle une interview posthume, enfin, elle était faite de son vivant, comme disait la palisse de Monterland. Oui. Il disait, à peu près au même moment, c'était Cyprio, dans les deux cas, donc il y a eu Cyprio pour Céline et Cyprio pour Monterland. Et Cyprio demande à Monterland, il dit, qu'est-ce que vous pensez du style, vous qui êtes un grand styliste, etc. Et Monterland dit, le style, on s'en fout. Vous lisez bien Dickens et Dostoïevski en français, vous lisez ni en autre. Oui. Et là, alors que Céline, par exemple, n'arrêtait pas de parler du style. Est-ce que c'est pas une façon aussi chez Céline de se dévoiler et finalement le style, il s'en fout? Non. Les deux sont vrais. Enfin, la première est vraie, la deuxième est fausse. Quand Céline dit « Je ne suis pas un homme à idées, je ne suis pas un homme à message, je suis un homme à style », il est évident que chez Céline, implicitement, dire « Bon, quand j'ai des idées, c'est peut-être Donne, Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres, c'est pas ça qui compte, c'est le style. » Mais en revanche, donc évidemment, c'est une manière d'évacuer les idées qu'il a eues et qui n'est pas ce qu'il a fait de mieux, parce que en plus c'est des livres assez bâclés, écrits en quelques semaines, alors que les romans, c'est des années de travail. Mais l'exigence stylistique de Céline était énorme. Ah non, quand on voit 4, 5, 6 versions de ses livres, mais on devait retravailler, il écrivait l'évolution stylistique, parce qu'il y a une évolution du style, évidemment, de Céline, entre, Voyage au bout de la nuit, et puis les derniers, d'un Château l'autre Nord et Rigaudon. Et Nabokov disait, la véritable biographie d'un écrivain, ce n'est pas le récit de ses aventures, mais l'histoire de son style. C'est intéressant. Et l'histoire du style de Céline montre ce côté de plus en plus, vers la légèreté, vers la dentelle, vers l'éclatement des formes. Il y a un certain classicisme, relativement, dans le voyage. Et peu à peu, cette exigence stylistique va l'amener, lui qu'on dit partiellement à raison, mais je crois principalement à tort, un vitupérateur. C'est un homme, au contraire, du silence et de la légèreté, Céline. Et de plus en plus, comment dirais-je, dans le style de Céline,
ça va s'ajourer comme de la dentelle, comme la dentelle que sa mère réparait. Voilà. Et donc, il y a une sorte de recherche du raccourci. Et je vais juste vous donner un exemple. Il y a quelques années, je me souviens, je ne sais plus à quelle occasion, je devais évoquer rapidement la débâcle de 40. Bon. Et je cherche dans la littérature française les pamphlétaires, les écrivains qui ont évoqué la débâcle de 40, la panique, les gens qui partaient avec la charrette, le matelas, la vieille grand-mère sur le toit, etc. Voilà. Enfin, il y en a eu beaucoup. Laquelle? C'est 9 mois de belote et 3 semaines de course à pied. Voilà, c'est ça. Et voilà. C'est vraiment drôle. Oui. C'est injuste, Oui. mais drôle. Oui, oui. Et alors, bon, je le relis, par exemple, dans les décombres de Rebatey, il décrit, la débâcle, et c'est des pages qui sont bonnes. Et puis il y a plein d'autres écrivains, et je retombe sur je crois que c'est la préface de Gingelsband, je crois, de Céline. Et il décrit l'armée française qui s'enfuit. Et il y a, mettons, 6 mots. Enfin, déjà 3 mots, ça suffit. Il décrit les chars de l'armée française. Ça commence par du Shakespeare, avec les allitérations comme ça, terrifiantes, et puis boum, ça tombe dans le grotesque. Les chars de l'armée, orageante, ferraille, à panique. Orageante, ferraille, à panique. Les chars de l'armée française. C'est génial, quoi. On voit les orageantes ferraille, et puis le à panique. Ces orageants de ferraille et il continue, alors c'est un peu plus faible, mais c'est très bon, charge aux pantoufles. Orageant de ferraille à panique, charge aux pantoufles. Ben voilà, 5 mots, ça suffit. Ça suffit, on a tout compris, on les voit, ces chars qui filent droit vers Perpignan ou je sais pas, et on les voit. On n'a pas besoin de faire de la littérature. Et ça, c'est la grande leçon de style de Céline. Bon. Et ce que dit Monterland, alors quand il dit qu'il n'y a pas de style. Non, alors non, c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, et que alors c'est vrai que moi j'ai lu Dickens en français, l'intelligence, la construction dramatique, la beauté des personnages, c'est génial, c'est le plus grand Dickens. C'est vrai, c'est peut-être pas un très grand styliste, j'en sais rien, mais en tout cas c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Quand on lit Guerre et Paix, quand même un des plus grands romans, c'est un des plus grands chocs de ma vie en littérature, Guerre et Paix. Peut-être Le Voyage et Guerre et Paix, quoi. C'est des livres qui m'ont changé, et je l'ai lu en français. C'est vrai, c'est vrai. Mais en revanche, là en ce moment, je termine ces jours-ci un livre qui va sortir dans moins d'une semaine, qui s'appelle L'ours et le philosophe, qui est un livre personnel, subjectif, qui est centré sur 2 figures qui m'intéressent beaucoup, que j'aime, c'est Diderot et son ami, avec qui il a une grande amitié pendant une partie de sa vie, qui est un sculpteur peu connu en France, qui est Falconet. Falconet était un des grands sculpteurs du XVIIIe, qui est un grognon, qui est un ours, un râleur, jamais content, de rien, qui vit dans son coin, et Diderot, qui est le plus gentil du monde, se met en quatre pour ses amis, enthousiaste, aimant la divagation, etc. Et Diderot, par amitié pour Falconet et admiration pour son œuvre, va insister auprès de Catherine de Russie pour que Falconet ait la commande de la grande statue équestre de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg. Cette statue qui est devenue l'un des lieux importants de Saint-Pétersbourg, quoi. C'est devenu l'image de cette grande statue admirable de Pierre le Grand. On ne peut pas aller à Saint-Pétersbourg sans s'arrêter devant cette statue gigantesque qui est devant l'Ermitage, je crois. Et cette statue a inspiré une grande littérature. Il y a des grands poèmes de Pouchkine, qui s'appelle Le Cavalier de bronze, qui est sur la statue. Je peux pas le lire. Enfin, j'ai lu la traduction française, mais il y a rien. Je peux pas lire Pouchkine en français. Les poésies, j'entends. Hein. Les poèmes de Pouchkine, c'est un des plus grands poètes italiens. Je peux pas le lire. Bon, moi j'essaye parfois de lire en bilingue. Hein. Si je lis, je sais pas moi, Shelley, Keats, Lord Byron, j'ai besoin d'une traduction et pour avoir la musique et puis comprendre le sens. Mais c'est vrai que la poésie, c'est sûr que la poésie doit se lire dans sa musique, dans sa prosodie, dans sa musique. La littérature sont des grands romans naturalistes ou plus ou moins comme ça, réalistes en tout cas, du 19e siècle, on peut les lire et on peut s'en enchanter. Évidemment, j'ai lu Faulkner en français et ça reste un des plus grands écrivains du 20e siècle. J'ai lu Dos Passos en français, c'est considérable. Bon, mais Céline,
c'est le paradoxe de Céline, c'est que Céline est un vrai styliste de la musique. Comme il joue en plus sur des termes souvent populaires qu'il transforme ou argotiques qu'il transforme, c'est une littérature qui date déjà un peu, c'est vrai. Et c'est des écrivains français du XXe siècle, on ne le sait pas assez, l'écrivain français du XXe siècle en nombre de traductions le plus traduit dans le monde. Il n'y a pratiquement aucun pays, aucune langue au monde qui n'est pas traduit au moins Voyage au bout de la nuit, même en hébreu. Et pourtant, on ne peut pas dire que les Juifs ont des raisons impérieuses d'adorer Céline. Eh ben, ils l'ont traduit. Voilà. Et c'est vrai que les traductions, j'ai demandé à un ami, les traductions demandées à François Gibault, qui est un ami qui est chinois, comme vous le savez, demandez-lui comment la traduction de Voyage ou des autres livres de Céline en chinois, c'est pas terrible. Hein. Franchement, c'est pas terrible. Mais malgré tout, il est traduit. Et c'est probablement le plus difficile à traduire des écrivains français. Il est traduit. Alors là, je pense qu'il y a une énorme déperdition, évidemment, pour Céline. En revanche, Camus, on peut le lire en traduction. Moi, je veux dire, ça ne pose pas un problème gravissime. Alors, il y a actuellement, malheureusement, des écrivains français qu'il faudrait traduire en France. C'est un autre problème. Écoutez, Frédéric Vitou, mille merci d'être venu parmi nous, enfin de nous avoir reçus chez vous, plutôt, dans cette émission des Clochards Célestes. Merci beaucoup à Philippe Chevalier. Une participation bien modeste. À très bientôt. Salut et fraternité.